Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement sud-soudanais conteste le nouveau mandat de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Mandat qui a été renouvelé pour 1 an et qui a été décidé sans le consentement des autorités du pays. À suivre également, l'Afrique de l'Est détient la meilleure performance économique en Afrique. Une croissance moyenne de 5,9% a été enregistrée en 2017 selon un rapport de la Banque africaine de développement. Et c'est le secteur de l'agriculture qui a le plus contribué à cette augmentation. Elle a en effet représenté 41% de la croissance du produit intérieur brut. Et puis réduire de 2% le taux de croissance de la population d'ici 2025 et la mise en place d'une stratégie nationale pour l'environnement. De nouvelles mesures du gouvernement burundais pour faire face aux défis de la déforestation. Les explications dans ce journal. Au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé ce 15 mars 2018 le mandat de mission de maintien de la paix pour 1 an. Cependant, les autorités sud-soudanaises restent hostiles à cette décision qui aurait été prise sans leur consentement. Explication avec Corinne Kamse, FM. Le gouvernement du Soudan du Sud conteste le nouveau mandat de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUS, qui court jusqu'au 15 mars 2019. Selon le porte-parole du gouvernement, Michael Makwe, les autorités sud-soudanaises n'ont pas été consultées sur la question. Ce nouveau mandat de la MINUS s'accompagne de l'adoption de la résolution 2406 qui charge la mission de poursuivre son travail de protection des civils par le déploiement proactif de ses troupes de maintien de la paix à travers le pays. Le Soudan du Sud, qui a souvent dénoncé une ingérence dans ses problèmes internes, évoque une nouvelle fois une atteinte à sa souveraineté. Cette décision était injustifiée car elle a été imposée au gouvernement de la République du Soudan du Sud. Nous ne comprenons pas pourquoi ce renouvellement automatique de la mission de maintien de la paix de l'ONU sans consulter le gouvernement du Soudan du Sud. Ce nouveau mandat de la MINUS encourage la poursuite de la médiation entre le gouvernement et les partisans de l'opposant Riek Machar, principaux protagonistes du conflit qui dure depuis 4 ans. Cette médiation, conduite par l'autorité intergouvernementale pour le développement, est quelque peu dans l'impasse depuis l'arrêt en février des pourparlers devant conduire à l'engagement des 2 parties à respecter les différents accords de paix et de cesser le feu. Au niveau du Conseil de sécurité, on a développé une plateforme qui implique la coopération, la collaboration des Soviétiques et des Chinois pour amener Salva Kiir à accepter en réalité un vrai dialogue et l'évolution d'une réelle solution mettant fin au conflit entre les 2 parties. D'un point de vue purement factuel, il est de plus en plus clair qu'aujourd'hui le problème c'est Salva Kiir et non pas son opposition en réalité. On a pu contenir les ardeurs et les demandes de Machar, mais pas de Salva Kiir. Salva Kiir joue un autoritarisme qui dorénavant choque et met d'ailleurs en méfiance, si vous voulez, au défi ses alliés traditionnels. La mission de l'ONU au Soudan du Sud a été mise en place en 2011 avec pour mandat initial de contribuer à créer les conditions du développement dans ce pays devenu indépendant cette même année. En mars 2014, son mandat a été modifié pour se concentrer sur la protection des civils, l'accès à l'aide humanitaire, la surveillance et le suivi de la situation des droits humains dans le pays. Avec une croissance économique chiffrée à 5,9% en 2017, l'Afrique de l'Est se classe en tête des régions d'Afrique les plus performantes. Une performance qui résulte de plusieurs facteurs, dont notamment une forte consommation intérieure, des investissements publics dans les infrastructures et également grâce à une très forte croissance du secteur agricole. Nelly Claude et Bessa. En 2017, l'Afrique de l'Est a réalisé une croissance de 5,9% malgré les difficultés économiques. En termes de secteur, la croissance économique de la région a toujours été tirée par l'agriculture en raison de sa contribution majeure au produit intérieur brut et à l'emploi dans la plupart des pays. En effet, l'agriculture a contribué à 41% de la croissance moyenne du produit intérieur brut réel de l'Afrique de l'Est. Du côté de la demande, la consommation des ménages est le principal moteur de la croissance. Au Kenya, par exemple, il contribue à environ 88%. L'investissement public, généralement dans les infrastructures, l'exploitation minière et la construction, ont également été des moteurs importants de la croissance. En Éthiopie, les investisseurs publics ont contribué à près de 33% de la croissance.
Dans les économies à la croissance la plus rapide, la croissance résulte de la forte consommation privée intérieure, des investissements publics dans les infrastructures, de la croissance de la fabrication légère et de la croissance de l'agriculture, en particulier pendant les périodes de bonnes pluies. Certaines économies tributaires des produits de base, notamment le Soudan du Sud, ont souffert de la faiblesse des prix des produits de base associés à la fragilité et à l'insécurité. Bien que les performances économiques en Afrique de l'Est soient positivement encourageantes, on observe un déséquilibre relatif entre les économies des pays. Certains pays présentent des risques majeurs qui peuvent freiner, voire restreindre leur croissance, ralentissant ainsi les avancées progressives régionales. Le cas du Soudan du Sud constitue un problème parce qu'il y a la guerre et puis il y a beaucoup de problèmes qui font que ça tire un peu le taux de croissance vers le bas. Djibouti, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda ont un taux de croissance au-dessus de 5%. Ce qui veut dire que ce déséquilibre, c'est juste parce que l'Éthiopie a pris de l'avance dans la mesure où la consommation intérieure est beaucoup plus encouragée. Dans les infrastructures, elle investit plus que les autres. La croissance de l'industrie manufacturière là-bas est un peu plus grande. La croissance, quant à elle, devrait se poursuivre au cours des 2 prochaines années pour atteindre les 6,2% en 2019. Les principaux contributeurs régionaux étant l'Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya. Au Burundi, le gouvernement a lancé un programme environnemental pour faire face aux risques accrus de déforestation dans les 29 prochaines années. Des mesures qui devraient avoir pour impact une meilleure exploitation des terres arables par la population de plus en plus nombreuse. Les explications avec Nathalie Mou. Au Burundi, plus de 50% de la superficie est exploitée à des fins agricoles, selon l'expert en environnement burundais Salvatore Uzima. Le président de l'ONG burundaise Investissons dans l'agriculture estime que la déforestation à laquelle fait face le pays devient une menace pour la productivité agricole. On assiste aujourd'hui à une surexploitation des terres cultivables burundaises, alors que le bas niveau de productivité reste en deçà d'une population burundaise doublant tous les 30 ans. Une explosion démographique en partie responsable d'un déboisement accéléré. La détérioration de l'environnement au Burundi porte un coup à la santé économique de ce pays. En effet, l'agriculture est pratiquée par 93% de Burundais. Cette activité, de même que l'élevage, contribue à plus de 50% au PIB du pays et représente le tiers des investissements économiques. Le défi actuel est donc de restaurer l'équilibre entre préservation de la nature et santé du secteur primaire. En pratiquant l'agroforesterie, on évite de détruire l'environnement. Et maintenant, cette personne peut également pratiquer l'agriculture biologique qui consiste à éviter les engrais chimiques et utiliser les engrais biologiques. Parce que les engrais chimiques dénaturent la structure du sol. Et cette personne également doit éviter de pratiquer des systèmes culturaux simples et classiques qui consistent par exemple à éviter de brûler le sol après le défrichement. Pour pallier à cette situation environnementale critique, le ministre burundais de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogracias Rurema, a évoqué la mise en place d'une stratégie agricole nationale et d'une stratégie nationale pour l'environnement. Le deuxième défi étant démographique, le gouvernement envisage la réduction de 2% du taux de croissance de la population d'ici 2025. Des mesures qui pourraient permettre au Burundi de déjouer le scénario de la perte totale de ses forêts dans les 29 prochaines années, comme annoncé dans un rapport du PNUD de 2012. Au Sénégal, un nouveau plan d'action de grève a été annoncé par le syndicat des enseignants, plan qui prévoit notamment le maintien des boycotts de toutes les évaluations ainsi que les cellules d'animation pédagogique, l'augmentation de l'indemnité de logement et la principale revendication des enseignants. On fait le point avec Deogracias Podo. La grève des enseignants du moyen et du secondaire au Sénégal perdure. Malgré la récente rencontre du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avec les organisations syndicales les plus représentatives regroupées au sein du G6, ces dernières ne décolèrent pas. Elles annoncent un nouveau plan d'action exécuté entre mars et avril 2018 avec notamment un maintien du boycott des compositions, de toutes les évaluations et des cellules d'animation pédagogique. Les protestataires dénoncent le non-respect du protocole d'accord signé avec les autorités en 2014. Le G6, après avoir dénoncé la désinformation orchestrée notamment par le ministre de l'Éducation nationale, après avoir rejeté les propositions faites par le gouvernement, réaffirme sa position qui consiste à mener le combat pour le respect des accords signés. Les enseignants du Sénégal se battent pour l'équité et la justice sociale, pour la revalorisation de la fonction enseignante.
Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants achoppent toujours sur la question du montant sur l'indemnité de logement. L'État propose une augmentation de 15 000 francs CFA, pendant que les enseignants exigent un relèvement de 40 000 francs CFA, échelonné entre 2018 et 2019. À la veille du démarrage des examens nationaux, cette crise dans le secteur éducatif devient de plus en plus inquiétante pour les parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, pour sa part, a invité les organisations syndicales d'enseignants à surseoir à leur mouvement en attendant la fin des négociations en cours avec le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement, pour la question de l'indemnité de logement, le gouvernement a fait une proposition d'une dotation de 12 milliards de francs CFA. Je peux comprendre qu'une organisation ne soit pas satisfaite, mais l'attitude pour moi la plus responsable en ce moment-là, c'est de dire nous faisons telle contre-proposition pour qu'on en discute. Je pense aussi que l'attitude qu'il fallait avoir, c'est de dire pendant qu'on discute, on suspend la grève, on tient compte de l'intérêt des parents, de l'intérêt des élèves, on suspend la grève en continuant les discussions. Les syndicats d'enseignants demandent au gouvernement de procéder à l'harmonisation du système de retraite, au recrutement d'enseignants, à l'augmentation substantielle et à l'alignement de leur indemnité de logement. Pour les autorités, les discussions se poursuivent. Le gouvernement rassure de la prise en compte des préoccupations des organisations syndicales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.